Alors maintenant, nous en sommes à la conférence de Mme Amélie Perron, Désobéissance au leadership professionnel vers une négociation viable d'une identité politique. Alors, exactement, on est à notre deuxième conférence. Alors, notre conférencière, elle est infirmière de profession. Elle enseigne maintenant à l'Université d'Ottawa. Vous allez voir, ses propos font généralement sciller les oreilles de vos infirmiers-chefs. C'est une amie de la Fédération, alors je vous demande d'accueillir Mme Amélie Perron. Bonjour tout le monde. Merci Marc-Antoine pour cette introduction. Je vais vous dire que quand on m'a invité à venir vous parler ce matin, je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est un grand plaisir de m'entretenir avec une assemblée comme celle-ci. Je ne pouvais pas dire non. J'ai même déplacé un cours que je devais enseigner pour pouvoir me rendre disponible. Quelque temps après l'invitation, Marc-Antoine, un des organisateurs, m'a envoyé une demande que je n'avais jamais reçue avant, puis honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire avec. Il m'a demandé quel genre de musique tu voudrais qu'il joue quand tu te déplaces jusqu'à la scène. Enfin, on ne m'a jamais demandé ça avant, puis je vais vous dire honnêtement, la première tune qui m'est venue en tête, c'était la musique de Darth Vader, de la Guerre des Étoiles. Puis vous pouvez demander à Marc-Antoine, c'est vrai, là, c'est vrai. Mais, bon, c'est un peu intense, hein? Mais je pouvais juste imaginer la réaction des gens dans la salle en train de se questionner sur mon état d'esprit, puis probablement pas d'une bonne façon. Puis c'est correct, je ne les blâmerais pas, je suis infirmière psychiatrique, à leur place, je ferais probablement pareil. Alors au final, j'ai choisi quelque chose de moins intense, mais de beaucoup plus irritant, selon moi. De la musique d'ascenseur. De la musique gossante, que quand elle joue, tu ne peux pas t'en sauver. Fait que c'est quoi le but de ce type de musique-là? Ben, c'est d'apaiser, de relaxer des gens qui doivent prendre l'ascenseur, puis qui sont très nerveux de se retrouver enfermés dans une boîte en métal, puis dont ils ne pourront pas sortir pendant un moment. Fait que ça réduit leur anxiété, ça réduit leur état de vigilance. Il y a même certaines personnes pour qui cette musique a un effet quasi hypnotique. Donc, la musique sans grande substance, pour apaiser, distraire, combler un silence, rassurer. Pour moi, cette musique symbolise très bien certains discours courants en santé. Des discours apaisants, rassurants, qui comblent des silences, qui donnent l'impression de dire et d'accomplir beaucoup, mais qui ont souvent bien peu de substance. Puis qui répètent, puis qui répètent, puis qui répètent certaines banalités que, comme de la musique d'ascenseur, j'ai bien de la misère à endurer. C'est pas pour rien qu'à la fin de ma petite musique d'ascenseur, j'ai rajouté le petit bruit d'une aiguille là, qui raye un disque, histoire de se réveiller de ces états soporifiques. Ce matin, on parle de désobéissance, alors ça devrait faire l'affaire. En tout cas, on verra ce que ça donne. Fait que voyons un petit peu le contexte que vous connaissez aussi bien que moi. Commençons peut-être avec ceci, qui résume de façon assez efficace la réalité des professionnels en soins. Je suis désolée, je n'ai pas été capable de trouver de version en français. Mais essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'on va être en manque d'effectifs pour toujours, alors si vous pouviez travailler jusqu'à en crever, ça serait super. La politique d'en faire toujours plus, avec toujours moins. Dans ce contexte, les professionnels de la santé font l'objet de nombreux appels à s'impliquer politiquement, à se mobiliser, face à divers enjeux afin de participer aux décisions qui affectent la qualité des soins, des environnements de travail, de la formation professionnelle et des pratiques de gouvernance. Depuis quelques années déjà, il est sous-entendu que la participation aux décisions et au développement de politiques constitue une preuve d'engagement et de leadership professionnel des soignants. Ces appels dépeignent une image apparemment sans controverse, banale presque, des attentes envers les professionnels. Mais surtout, il crée une perception que le leadership et l'engagement professionnel et politique dépendent de la bonne volonté des professionnels. Entendre de telles invitations, louables en passant, on peut certainement se sentir motivé, animé, revitalisé même. Et comment ne pas penser que ces invitations s'harmonisent parfaitement avec les discours des milieux de soins, dont les énoncés de mission et de valeurs promeuvent à tout venant des idées captivantes, telles que l'excellence, les avancées scientifiques, la créativité, la qualité, l'innovation. Connaissez-vous beaucoup de gens qui diraient « Ouf, hey, excellence, qualité, innovation, pas fort votre affaire.
pourriez pas faire mieux? Donc, d'une part, les discours de mobilisation et de leadership pour faire avancer les soins. D'autre part, les discours d'avancée et d'innovation pour faire avancer les soins. Donc, les termes, les concepts qui sous-tendent de telles directives ne sont clairement pas des injonctions à refaire encore et toujours les mêmes choses. Ils relaient plutôt le désir d'imaginer, de créer, de défier les conventions, d'explorer, faire les choses différemment, sortir des sentiers battus. Ces discours sont séducteurs. Et ils le sont d'autant plus quand ils sont assortis de promesses que ces idéaux de qualité et d'excellence vont de pair avec de meilleurs environnements de soins. Et pourtant, les professionnels en soins sont bien placés pour savoir ce qui arrive quand on déroge aux attentes, quand on ose justement défier les conventions, quand on ne se conforme pas à l'ordinaire, quand on tente de penser différemment. Les milieux auraient dû nous prévenir que les grands discours d'innovation et de non-conformité n'étaient pas destinés à tout le monde, qu'ils ne s'adressaient pas vraiment à nous. Ça devrait venir avec des manuels d'instruction, ces affaires-là, histoire d'éviter les malentendus. Les organisations ont changé. Elles changent tout le temps. Elles n'ont pas le choix. C'est ce qui est attendu d'elles. Un de ces changements, c'est leur tendance grandissante à incorporer de nombreux principes de gouvernance démocratique, permettant à des travailleurs de divers services et départements de participer aux décisions organisationnelles, de donner de la rétroaction, de faire entendre leur point de vue. Ça se fait par divers moyens, des groupes de travail, des sondages, des boîtes de suggestions, consultations, assemblées ouvertes, comités, et ainsi de suite. Donc, il s'agit de transformations positives dans les milieux, et on pourrait croire qu'avec ces transformations dans la gouvernance, les milieux deviendraient plus ouverts, plus tolérants, plus flexibles peut-être. Et pourtant, de manière parallèle, on assiste aussi à une rigidification des milieux de soins. Par rigidification, j'entends un durcissement au sens propre et au sens figuré de leur fonctionnement, causé par des budgets chroniquement déficients, des standardisations en tout genre, des pratiques prudentes, conservatrices, motivées par la peur de poursuites judiciaires ou bien de problèmes avec des assureurs, une réduction persistante de l'autonomie des travailleurs et des travailleuses, la multiplication du nombre de procédures qui régissent toujours plus de pratiques et de comportements, la bureaucratisation de tout, et en même temps de moins en moins de transparence par rapport à certains processus décisionnels, des réunions et des décisions à huis clos, des procès-verbaux épurés ou carrément inexistants, restriction de communication, évocation de principes comme la confidentialité pour justifier certains silences. Ce durcissement se manifeste aussi dans des décisions prises par des administrateurs qui n'assument pas les conséquences de ces décisions et remettent sur le dos des professionnels la responsabilité des problèmes qui ne manquent jamais de survenir. Ces gens-là ont le don de maquiller des problèmes systémiques en problèmes individuels, un processus qui ressemble un peu à ceci. Certains jugent paradoxal, d'une part, cette ouverture démocratique des organisations et d'autre part, cette rigidification de leur processus. Mais il n'y a là rien de surprenant. C'est tout à fait concevable et c'est peut-être même inévitable. On peut le comprendre d'une certaine façon. Les milieux de soins s'organisent en fonction d'entités très complexes et imprévisibles. D'une part, des états de santé de plus en plus aigus, de plus en plus critiques, fluctuants, souvent imprévisibles. D'autre part, une main-d'œuvre humaine, formée, éduquée, compétente, mais elle aussi complexe, fluctuante, potentiellement imprévisible. La performance exigée des milieux de soins exige certaines conditions, de la stabilité, de la certitude, de la prévisibilité. La rigidification est une solution à cette incertitude. Ça permet de la gérer. Ça permet d'endiguer d'endiguer, de réduire, de contrôler l'imprévisible et par conséquent, ça peut réduire les risques de problèmes, d'accidents, de crises. En introduisant des processus plus démocratiques, les milieux s'exposent à encore plus de complexité et d'imprévisibilité, des réactions, des attentes, des obligations, des mécontentements aussi. Donc, ce n'est pas surprenant qu'elle cherche à rétablir peut-être une sorte d'équilibre. Si on assouplit par ici, alors on va resserrer par là. Or, le durcissement des organisations mène à l'apparition de problèmes supplémentaires dont les conséquences peuvent être très sérieuses, on le sait. La recherche confirme que la stratification et la rigidification des milieux de soins entraînent une baisse de la qualité des soins, de la coordination des activités, de l'autonomie et de l'initiative du personnel, un déplacement de l'imputabilité vers les employés, notamment ceux plus bas dans la hiérarchie organisationnelle, dont le personnel soignant,
Une baisse d'intégrité aussi dans les pratiques. Par exemple, manipuler des chiffres ou des statistiques pour dissimuler certains problèmes. Tout ça, c'est confirmé par des études scientifiques. Les processus de démocratisation des milieux de santé peuvent certainement engendrer du bon, mais ils engendrent aussi du mauvais. Le philosophe slovène Slavoj Žižek note que la démocratisation des institutions n'élimine pas, ni même n'allège les processus de pouvoir à l'œuvre entre leurs murs, mais qu'elle rend seulement ces processus plus impénétrables, plus dissimulés et plus tolérables. En poussant cette réflexion plus loin, je me demande souvent si cette démocratisation des processus décisionnels ne pourrait pas même contribuer à dépolitiser, à démobiliser et à désolidariser les travailleuses et les travailleurs, en amplifiant, par exemple, le sentiment de redevabilité et de loyauté envers l'organisation, qui apparaît tout d'un coup plus près que jamais de ses membres. Elle les comprend, elle tend la main, elle a l'air plus accessible et plus humaine, quasiment plus sympathique. Les centaines de milliers de dollars dépensés par les milieux pour créer des images, des brands, comme ils appellent, ça permet de contribuer à ça puis de réaliser ça. Maintenant, si tu émets une critique, ce n'est plus contre une organisation abstraite, froide et sans visage. Ça devient personnel. Tu critiques telle administratrice ou tel gestionnaire qui, comme toi, travaillent fort, sont à l'écoute. Eux autres aussi, ils essaient du mieux qu'ils peuvent. C'est dur pour eux aussi. Tous les jours, j'entends régulièrement des collègues et des étudiants culpabilisés à cet égard. Je ne veux pas dire telle ou telle chose, ça va faire de la peine à mon gestionnaire. Puis tu sais, c'est dur pour lui aussi. Ou encore, j'ai travaillé avec une telle sur un projet pendant plusieurs mois. Je ne voudrais pas la contrarier. Si je dis quelque chose contre son département, elle va mal le prendre parce qu'elle nous a beaucoup aidés. Puis je vois ses collègues et ses étudiants, tous professionnels en soins, choisir au final de ne rien faire ou ne rien dire et se neutraliser eux-mêmes, saper leur propre pouvoir critique, convaincus que c'est finalement leur rôle de protéger l'organisation contre leurs propres critiques, contre leurs propres revendications. Alors, on n'est plus juste ici pour soigner des patients, on serait là aussi pour soigner les organisations. Cette idée m'a toujours dérangée, notamment quand ça implique que des professionnels en soins perdent des moyens de faire valoir leur point de vue, de revendiquer, de demander des comptes à leurs employeurs face aux environnements de travail malsains, voire carrément toxiques, qui sévissent actuellement. Pire encore, par le biais de processus démocratiques, les professionnels en soins se retrouvent enrôlés dans des processus qui souvent aboutissent sur des décisions qui bénéficient plus aux organisations qu'aux patients ou qu'aux professionnels elles-mêmes. Donc, enrôlés dans des processus qui rendent ces professionnels, en apparence, quasiment complices de leur propre malheur. C'est d'une extrême perversité. Excellence des soins, soins centrés sur les patients, ça veut dire quoi aujourd'hui? Tout le monde en veut, tout le monde en fait, tout le monde en promet. Fait qu'arrêtons la musique d'ascenseur un instant. On a fait beaucoup de dommages au nom des soins centrés sur les patients, des restructurations en tout genre, des coupures de personnel, l'optimisation des ressources, qui plus souvent qu'autrement veut simplement dire un rationnement des ressources, des surdiagnostics, la surmédicalisation, des surtraitements, des ruptures dans la continuité des soins, des fardeaux grandissants pour les aidants naturels, des bouleversements des équipes de travail, des conditions propices aussi à l'abus de patients et à l'abus du personnel, des limites imposées aux champs de pratique professionnels. Les infirmières, les élanothérapeutes, les infirmières praticiennes sont bien placées pour le savoir. L'élimination d'opportunités de développement professionnel et, évidemment, l'incursion toujours grandissante du privé dans le système de soins. Tout ce qui a été fait au nom de l'excellence, de la qualité des soins centrés sur les patients, beaucoup de dérapages et souvent de franches obscénités. Ces discours-là ne sont que des moyens de rendre l'intolérable plus tolérable. De nombreuses personnes ne sont pas dupes et critiques, mais c'est quand on commence à brasser un peu qu'on réalise les contraintes auxquelles on est soumise. Rosa Luxemburg, la philosophe et révolutionnaire marxiste polonaise, affirmait en ce sens que ceux qui ne bougent pas ne remarqueront pas leur chaîne. Ça me fait penser à une histoire qui avait été reportée l'année dernière au sujet de, c'était sorti sur les médias sociaux,
C'était au sujet de jeunes filles dans une école secondaire aux États-Unis qui avaient décidé de mettre en place un club féministe dans leur école, auquel des filles et des garçons pouvaient participer. Et c'est quand elles l'ont mis en place, puis qu'elles ont commencé leurs activités, qu'elles ont réalisé la violence chez leurs confrères, surtout, et certaines de leurs consoeurs. Harcèlement, bullying, vandalisme de leurs affaires personnelles, menaces en tout genre, incluant des menaces d'agression et de viol. C'est en bougeant qu'elles avaient remarqué leur chaîne. C'est pas différent dans les milieux de soins. C'est quand on commence à bouger, à brasser, qu'on mesure la violence de ces organisations qui se prétendent ouvertes, inclusives, soignantes, innovantes et dynamiques et démocratiques. Une institution qui offre à ses travailleurs plus d'opportunités de participation au processus décisionnel n'est pas pour autant moins violente. Ces mesures de représailles restent intactes. Menaces, harcèlement, licenciement. On a juste à penser à certains cas de dénonciation pour en prendre la pleine mesure. Je pense par exemple à une inhalothérapeute américaine, Tandy Casillas, qui avait dénoncé son employeur pour des pratiques frauduleuses et pour des pressions qu'elle subissait pour exercer en dehors de son champ de compétences. Je pense à une infirmière ontarienne, Diane Shea, qui, elle, avait dénoncé des abus envers des résidents d'un centre de soins de longue durée. Un infirmier auxiliaire aussi, Barry, je ne me souviens pas de son nom de famille, infirmier auxiliaire aux États-Unis, qui lui aussi avait dénoncé des pratiques frauduleuses dans son milieu. Puis leur vrai crime, c'était d'être sortis des sentiers battus, d'avoir osé défier, avoir osé penser autrement, en bref, avoir désobéi. Mais si la désobéissance est la capacité de faire preuve d'intégrité dans ses fonctions, comme je pense que c'est le cas chez les 3 personnes que je viens de nommer, si ça veut dire s'opposer à des décisions et des agissements qui manquent d'intégrité, qui manquent d'éthique, alors je pense qu'on a besoin de réexaminer le concept de désobéissance d'un peu plus près. On a un rapport très ambigu avec ce concept de désobéissance. Socialisé comme on l'est à l'obéissance, le terme de désobéissance ne peut que générer de l'inconfort, avec son préfixe « dés » qui signale automatiquement une logique d'opposition, de négation et de transgression. La désobéissance est un affront à l'obéissance, le refus de se conformer à une autorité quelconque. L'obéissance est tellement ancrée en nous, comme société, mais aussi comme professionnels de la santé, il faut le dire, qu'on n'a presque pas conscience d'obéir. Dans de rares cas, on peut envisager une tournure positive du concept, par exemple la désobéissance civile, mais seulement dans des conditions très précises, très restreintes. La désobéissance se voit attribuer une définition négative, donc il n'est pas surprenant qu'elle va susciter des perceptions généralement défavorables. L'obéissance est la seule manière d'assurer le fonctionnement ordonné d'une société. Un philosophe français, André Comte-Sponville, affirme que dans un contexte démocratique, si chaque citoyen n'obéissait qu'aux choses qu'il approuve, il n'y aurait plus de république, il n'y aurait plus de loi et il n'y aurait plus de citoyens. Donc, pour cette raison, l'obéissance fera toujours figure de vertu dans l'opinion générale. Puis je vais vous dire que je ne fais pas exception à ce constat. Je repense à certaines choses que j'ai faites ou que j'ai dites quand j'avais 18-20 ans. Moi-même, j'ai joué ce jeu-là, de dénigrer ceux qui adoptaient des idées critiques très justes et cohérentes, plutôt que dénigrer les processus auxquels ces personnes-là avaient raison de s'opposer. J'aimais pas leur discours politique. J'ai honte de ça aujourd'hui. Mais j'ai compris avec le temps que je faisais une sorte de projection. Ce n'était pas leur mobilisation politique désobéissante qui m'irritait, c'était ma propre obéissance. C'était ma propre incapacité à me défaire de la sécurité qu'on acquiert quand on se range du côté du groupe majoritaire, quand on suit un courant dominant. Ces personnes très politisées m'offraient une excuse, ils m'offraient une échappatoire. En les méprisant, elles, je n'avais pas besoin de me mépriser, moi, pour mon obéissance. Je n'avais aucune conscience à l'époque de la portée politique de mon positionnement. En fait, je pensais que c'était eux les politisés, puis moi, j'étais neutre, donc au-dessus de tout reproche. À défaut de pouvoir retourner en arrière puis me donner une claque derrière la tête, on s'entend que j'ai largement fait du ménage dans mes idées depuis, et ma formation infirmière a beaucoup contribué à ce revirement-là. Mais c'est comme ça qu'on est socialisé, et ces processus de socialisation ont des effets puissants et durables. Selon le psychologue, sociologue et philosophe allemand Erich Fromm, l'obéissance la plus efficace n'est pas celle imposée par la force, c'est celle qui est ancrée en nous.
Selon lui, l'être humain doit désirer l'obéissance. Il doit la vouloir. Il doit la juger indispensable. Et cette obéissance-là va être la plus puissante qui soit. Puis on sait justement les erreurs et les horreurs qui ont été accomplies au nom de l'obéissance. Mais la désobéissance n'a pas besoin d'être restreinte à une interprétation négative. Quand je vous parle de désobéissance ici ce matin, c'est selon la définition positive que Fromm a proposée. Et je cite, « La désobéissance est un acte d'affirmation de la raison et de la volonté. Ce n'est pas en premier lieu un geste dirigé contre quelque chose, mais bien pour quelque chose. Pour notre capacité de voir, de dire ce qu'on voit et de refuser de dire ce qui n'est pas. La désobéissance ne requiert aucun acte d'agression ou de rébellion. Elle exige seulement d'avoir les yeux ouverts et d'être éveillé. » Fin de la citation. La désobéissance n'exclut pas la possibilité d'obéir, mais elle va demander d'abord pourquoi certaines manières de faire sont privilégiées plutôt que d'autres. Ces questionnements ne devraient jamais démoniser comme signe d'incompétence ou de manque de jugement. Et pourtant, c'est une réaction courante envers celles et ceux qui osent parler, et encore plus envers celles et ceux qui osent dénoncer. Dans mon milieu, on a une administratrice qui, quand on remet en question ses propos, ses décisions, aime beaucoup nous répondre « C'est parce que vous ne pouvez pas comprendre. » Et apparemment, il y en a d'autres ici qui sont déjà fait dire ça. Selon elle, non seulement on ne comprend pas, mais on ne peut même pas essayer de comprendre. Ce qu'elle nous dit, c'est que ça ne vaut pas la peine pour elle d'essayer de nous expliquer quoi que ce soit. On est un peu une cause perdue. On se fait donc stratégiquement exclure des possibilités de discussion, de négociation et de décision en raison de notre supposée ignorance et supposée incompétence qui, selon elle, sont irrémédiables. Et en nous assignant ces statuts d'ignorant et d'incompétent, cette administratrice définit aussi le sien comme autorité qui a les connaissances pour se prononcer et comme autorité dont les analyses et les idées devraient être acceptées comme étant définitives. C'est le privilège des personnes en position d'autorité d'attribuer des statuts comme ça aux autres. Pour mieux élever sa propre autorité, il n'y a rien de plus efficace que de miner celle des autres. Cette stratégie de renvoi de la faute sur l'autre est bien entendu de mauvaise foi, mais c'est classique. On a un hôpital à Ottawa où ce genre de discours survient régulièrement. Je vais vous donner un exemple. Le personnel soignant s'est fait inviter à des consultations pour se prononcer au sujet de certains changements qui allaient survenir au sein de l'hôpital. Et c'était des changements qui allaient affecter les environnements de travail, puis c'était supposé améliorer positivement les environnements de travail. Le personnel se plaint depuis longtemps du manque d'effectifs et de surcharge de travail. Avec les problèmes qu'on a ici, on les a là-bas aussi. Et le personnel demande aux administrateurs de mettre en place des solutions durables qui vont assainir leur milieu de travail, qui vont permettre aux soignants de reprendre leur souffle et réduire les risques d'erreur qui pourraient mettre la vie des patients en danger et la sécurité du personnel aussi. Les administrateurs choisissent l'acquisition de certains équipements intelligents qui doivent économiser du temps qui doivent faire économiser du temps au personnel et réduire les risques d'erreur. Donc, a priori, ça va. Les équipements en question comportent plusieurs problèmes. Ils font des mises à jour logicielles qui prennent plusieurs minutes en plein quand le personnel essaie de les programmer. Les systèmes bug, ils gèlent. Il n'y a pas de mécanisme pour que le personnel puisse outrepasser les fonctions de la machine, ce qui fait qu'un patient a failli décéder quand le personnel n'a pas été capable d'administrer un médicament en bolus. Le patient est quasiment mort à cause de l'appareil. Le personnel s'est plaint aux gestionnaires de les débarrasser de ces appareils qui, finalement, entravaient encore plus leur travail, créaient encore plus de risques pour les patients. Et les gestionnaires de répondre, « Bien là, vous vouliez des changements, vous les avez eus, puis vous n'êtes toujours pas contente. Alors finalement, peut-être que le problème, c'est vous. Ou encore, « Bien écoutez, si ça n'a pas marché, c'est parce que vous avez résisté au changement. Vous n'avez pas assez embarqué. Vous n'êtes pas arrivé avec la bonne attitude envers l'équipement qu'on essayait d'introduire. Alors, c'est sûr que vous avez créé cette mise en échec-là. » C'est ça que le personnel s'est fait répondre. Le renvoi sur l'autre de la responsabilité, de l'échec ou de l'impasse. Le personnel soignant est une cible facile pour ce genre de manœuvre. Désobéir, pour moi,
c'est prendre position en faveur de discussions et de dialogues honnêtes qui n'ont pas besoin de ce genre de jeu politique, de ce genre de manœuvre. C'est de maintenir sa capacité à observer objectivement, avec autant de recul que possible, ce qui se passe pour pouvoir ensuite se prononcer au sujet de ces situations, au sujet de ce qu'on voit. Mais ce recul, cette distance est plus difficile à maintenir si on se laisse séduire par des discours d'excellence, de meilleures pratiques, de technologies sophistiquées, des promesses de découvertes scientifiques, d'accélération des soins, d'amélioration des performances, de nouveaux modèles de soins, des nouveaux outils de travail. Refuser de se laisser séduire par des discours aguicheurs, c'est aussi une forme de désobéissance. C'est possiblement ma préférée. Le refus de se laisser endormir puis de se faire fermer les yeux. Selon Fromm, la désobéissance est ancrée dans la liberté, et notamment la liberté de dire non. Par exemple, non au discours enjôleur, rassurant, endormant, non à la musique d'ascenseur. Pour Fromm, n'importe quel système qui prétend promouvoir l'autonomie, la liberté et la démocratie, mais écrase la désobéissance, est un système imposteur. Pour évaluer l'intégrité d'une organisation, laissez faire son plan quinquennal, ses rapports d'agrément, ses bilans financiers, laissez faire ses subventions, ses statistiques de réadmission, ses listes d'attente. Regardez plutôt comment elle traite ses travailleuses et ses travailleurs. Et en particulier, regardez comment elle traite ceux qui osent parler. J'ai révisé différents cas impliquant des travailleuses de la santé qui dénonçaient des pratiques organisationnelles. J'en ai pas encore trouvé une qui se démarque positivement avec ce critère. Donc, une organisation qui veut s'épanouir et qui veut sincèrement incorporer des modes plus démocratiques de gestion devrait aussi créer des espaces de liberté où ces professionnels peuvent dire non. Vu sous cet angle, la désobéissance est un concept attrayant, mais il reste que pour beaucoup de professionnels en soins, en matière de liberté de dire non, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. En fait, plusieurs trouvent difficile d'assumer une identité politique et craignent des représailles si elles se font trop remarquer. La désobéissance repose d'abord et avant tout sur notre capacité à critiquer. Puis pour moi, cette critique commence par une réflexion très égocentrique. Quand il se passe quelque chose, quand il y a une situation qui est en train de se développer, quand il y a une proposition qui est faite, un changement qui s'en vient, qu'est-ce qu'on me demande d'être comme personne ou comme professionnel dans cette situation-là ou dans ce processus? Quel genre de personne qui doit répondre à quelles attentes, dans quel contexte? Quels sont les mécanismes en place qui vont dicter la façon, changer ou dicter la façon dont je dois penser, agir et parler? On est constamment gouverné dans notre quotidien. Et le but ici n'est pas d'essayer de se soustraire complètement à tous les mécanismes en place qui administrent nos façons d'être et d'agir. Je ne pense pas que ça soit possible de le faire de toute façon. Mais c'est plutôt d'évaluer les modes de gouvernance existants et de déterminer dans quelle mesure ils correspondent à la perception qu'on a de soi-même. Il y a une étudiante dans un cours que j'enseigne au DOC qui m'expliquait qu'elle s'est soumise à ce type de réflexion dans son milieu il n'y a pas très longtemps. L'hôpital où elle travaille comme infirmière avait créé un comité pour implanter l'approche Lean dans certaines unités. Puis elle s'était jointe à l'équipe parce que c'était une approche dans laquelle elle croyait beaucoup. Et elle croit encore dans l'approche Lean. Puis les premiers mois se sont bien passés, de ce qu'elle me raconte, parce qu'ils arrivaient à développer des façons de modifier certains aspects du travail du personnel pour réduire le gaspillage de temps, réduire le gaspillage de ressources aussi, faciliter certains processus. Puis ils avaient réorganisé certaines portions de l'unité, comme ça facilitait l'accès à certains équipements. Donc jusqu'à date, ça passait très bien. Mais plus ça avançait, plus ça se compliquait. Elle m'expliquait que le travail des infirmières et des infirmières auxiliaires en particulier était visé pour réduire au maximum le temps alloué à certaines procédures de soins. Puis elle était mandatée, elle, de faire appliquer les changements dans les unités et de s'assurer que les infirmières et infirmières auxiliaires se conforment aux exigences. Donc, telle procédure ne devrait pas te prendre plus que tant de minutes. Telle procédure, tu peux prendre jusqu'à tant de minutes. Puis si tu prends plus de temps que ça, revois ta façon de travailler. Elle se faisait mandater de passer ce message-là. Évidemment, ce n'était pas aussi simple que ça. N'importe quel soignant va vous dire
que toutes sortes d'interventions, que ce soit de la prise de signes vitaux, de l'administration de médicaments, de l'alimentation entérale, des pansements stériles, peu importe, ça ne prend pas nécessairement le même montant de temps d'un patient à l'autre. Fait que cette étudiante-là elle-même était choquée de voir de l'extrémisme dans l'application de cette méthode Lean, mais elle était choquée aussi de voir comment elle se retrouvait instrumentalisée par le comité, qui avait des attentes très claires envers elle pour faire plier les infirmières auxiliaires et les infirmières. Elle a fini par se retirer du comité après avoir essayé, sans succès, de négocier avec eux, de relâcher les pressions sur le personnel. Arrêtez de les contraindre. Leur exercice est déjà assez difficile de même. Lâchez-les un peu. Le comité n'a rien voulu savoir. Elle a détesté de voir le genre de personne et de professionnel qu'elle était devenue dans le cadre de son travail avec ce comité, détesté la façon dont le comité la gouvernait pour arriver à des fins purement managériales, détesté d'avoir participé à un processus qui avait commencé à créer de plus en plus de contraintes pour ses collègues, alors qu'il avait été supposé faciliter leur travail. Au cours de cette expérience, l'étudiante a appliqué un processus de réflexion critique qui résonne avec la définition qu'en fait le philosophe français Michel Foucault. Foucault a décrit la critique comme le fait de se demander comment ne pas être gouverné comme ça, au nom de ces principes-là, pour tel objectif ou au moyen de telle procédure. Pas comme ça, pas pour ça, pas par eux. Pour Foucault, la critique, c'est l'art de ne pas être gouverné autant que ça, ne pas être gouverné jusqu'à ce degré-là. Décider et affirmer qui on est et ce qu'on est, c'est aussi une forme de désobéissance. Assumer une identité politique se fait à différents niveaux. Il y a des actions à entreprendre au niveau collectif et au niveau individuel aussi. Dans le cadre de mon travail, j'enseigne des cours qui sont toujours imprégnés de politique, toujours. Pour familiariser les étudiants à ce rôle-là, pour les habituer à penser de façon politique, puis pour les outiller aussi, parce qu'ils sont un peu décontenancés quand ils arrivent dans les milieux. Au mois de janvier, je vais donner un cours sur l'action politique et le changement pour notre programme de maîtrise. Je l'ai déjà donné dans le passé, puis je demandais souvent aux étudiants qui prenaient ce cours-là comment eux autres ils vivaient l'action politique dans leur milieu. Puis la réponse que je recevais, c'était pas mal toujours la même chose. Ils ne savaient pas comment faire. Ils ne reçoivent pas de formation. Ils ne sont pas politisés. Puis ils ne sont pas socialisés pour l'être non plus. Fait que dans une optique plus pratico-pratique, j'aimerais orienter mon propos vers des stratégies qui, je pense, sont simples, mais aussi qui ne devraient pas générer de peur de subir des représailles ou de perdre son emploi. Parce que comme j'ai dit tantôt, même si les organisations semblent adopter des modes de gestion plus démocratiques et inclusifs, elles demeurent quand même des milieux d'une grande violence envers les professionnels. De la violence qui est souvent plus subtile, qui est souvent plus procédurale, bureaucratisée, si c'est un mot, mais c'est de la violence quand même. Le point de départ d'une identité politique demeure la capacité de penser et de critiquer. Et pour Foucault, la pensée critique consiste, au lieu de légitimer ce qu'on sait déjà, à entreprendre de savoir comment et jusqu'où il serait possible de penser différemment. Donc, penser jusqu'où on pourrait penser à penser différemment. La pensée critique, ça a l'air simple, ça a l'air évident, puis pourtant, ça manque dans les milieux de soins. Puis évidemment, il faut reconnaître d'emblée que les institutions de soins de santé, puis même les autres professionnels, peuvent être assez hostiles à une pensée critique, peuvent être même très... c'est quoi le mot que je cherche? Ils peuvent en vouloir beaucoup à ceux qui parlent, je vais le dire comme ça. Les organisations ne veulent pas de professionnels qui remettent trop en question, qui demandent trop d'explications, qui réfléchissent trop, ni même des professionnels qui en savent trop et qui comprennent trop. Ce n'est pas dans leur intérêt. Des personnes qui pensent trop et qui posent trop de questions, c'est des personnes qui ont tendance à être moins dociles. Puis des personnes moins dociles, ça peut créer de l'imprévisibilité dans le fonctionnement d'une organisation. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. L'incertitude et l'imprévisibilité, ça ne fait pas bon ménage avec une organisation qui a besoin d'être performante. Les milieux ont besoin de gens qui internalisent les règles rapidement, de préférence, qui obéissent sans même s'en rendre compte, qui se conforment, qui soutiennent les administrateurs dans leurs décisions et les aideront même à les concrétiser. Bertrand Russell, un philosophe et mathématicien britannique du siècle dernier,
a écrit ceci, en anglais, mais je vais le traduire dans un instant. Men fear thought as they fear nothing else on earth. Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible. Thought is merciless to privilege, established institutions, and comfortable habits. L'être humain craint la pensée plus que tout au monde. La pensée est subversive et révolutionnaire, destructrice et terrible. La pensée est sans pitié envers le privilège, les institutions et les habitudes confortables. Alors, comment penser? Est-ce que vous pouvez remettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Ça commence par quelques questions très simples. Quand on fait face à de nouvelles informations, de nouvelles situations, on peut les aborder de la façon suivante. Donc, ce n'est pas la seule façon, ce n'est pas la meilleure façon, c'est un point de départ. Donc, commencez par se demander qui. Qui bénéficie de la situation? Qui est affecté de manière négative? Qui est impliqué dans les décisions? Qui a choisi ces personnes-là? Qui est-ce qu'on me demande d'être dans cette situation-là? Qui est exclu du processus? Pour quelle raison? Qui va devoir faire des compromis? Qui va devoir porter le fardeau de la situation? Vers qui on pourrait se tourner pour avoir plus d'informations? Se demander quoi? Les forces et les limites. Quelles sont les priorités et les valeurs explicites, mais implicites aussi? Quels sont les présupposés en cause? Qu'est-ce qui est tenu pour acquis? C'est quoi les ressources qui sont requises? Quelle est l'issue escomptée, le résultat attendu? Quelle est la substance réelle de la situation ou de la proposition qui est faite, de la décision qui est sur le point d'être prise? Quelles sont les alternatives? Quel est le processus de consultation? Qu'est-ce qui est invisible? Qu'est-ce qui est dissimulé? Qu'est-ce qui est oublié? Que dit la recherche à ce sujet? Quelles sont les données utilisées dans le processus de décision? C'est quoi la tendance, le pattern qui est en train de se dessiner? Quel est un argument, un contre-argument possible? Se demander où. Où est-ce que cette décision va causer le plus de problèmes? Où peut-on obtenir plus d'informations? Où est-ce que cette décision va nous mener dans 4 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans? Où d'autre est-ce qu'un tel changement a été implanté? Avec quel résultat? Se demander comment aussi. Comment est-ce que la décision respecte X, Y, Z, par exemple, l'énoncé de mission, les termes de référence, les demandes des patients, les données scientifiques même? Comment est-ce que le changement va être évalué? Comment est-ce qu'on peut apprendre des expériences et des erreurs passées? Comment sera distribué le fardeau de la décision? Comment doit-on procéder pour être le plus cohérent et le plus intègre? Comment est-ce que cette décision maintient ou perturbe le statu quo? C'est une question que j'adore, ça. Comment l'équité est-elle maintenue? Est-ce qu'elle est maintenue? Puis une question qu'on ne se demande pas souvent, mais je demande souvent à mes étudiants de le faire, de se poser la question si. Si un élément venait à changer dans la situation, comment est-ce que ça influencerait la décision? Si ce processus ou cette décision était rendu public, par exemple, il y a une fuite, est-ce qu'on serait à l'aise de les défendre publiquement? Si la situation se retrouvait devant les tribunaux, est-ce qu'on serait capable de se défendre? Est-ce qu'on serait en bonne position? Si les personnes les plus affectées étaient ma propre famille, conjoint, enfants, des gens que j'aime, est-ce que je prendrais la même décision? Si c'était à moi de signer les documents décisionnels, est-ce que je serais à l'aise avec ça? Si je paraissais devant une instance, par exemple, un comité disciplinaire, est-ce que je serais capable de me défendre? Vous voyez que ce sont des questions qu'on peut se poser à soi-même, mais aussi aux autres, dans les réunions, les consultations. Puis vous voyez que ce ne sont pas des questions particulièrement menaçantes, mais elles permettent de s'avancer avec prudence dans les processus et les changements organisationnels. Ce genre de questionnement critique permet de manifester ce que Michel Foucault appelait de la servitude involontaire, de l'indocilité réflexive. Je trouve ça magnifique. Comme le disait la militante féministe Gloria Steinem, une fois qu'on commence à poser des questions, on ne peut plus arrêter. On ne peut pas revenir en arrière. Quand on commence à voir des patterns de domination, de manipulation,
On ne peut pas ne plus les voir après. Quand on commence à voir la cooptation de valeurs, de principes et d'idéaux professionnels, syndicaux, féministes, on ne peut plus l'ignorer. Hier, une des questions qui a été posée à Mme Taubira était de savoir qu'est-ce que les théories postcoloniales pourraient contribuer aux mouvements syndicaux contemporains. C'est une excellente question. Des organisations qui parlent de justice sociale, d'intégrité, d'équité, de diversité, de démocratie. Ça donne une nouvelle vigueur à leur manière de fonctionner, ça donne une nouvelle vigueur à leur discours, à leurs idées, mais leurs idées restent managériales, elles restent corporatistes, elles restent néolibérales. Mais ça rend ces idées plus correctes, plus convenables, moins révoltantes. Mais pour moi, ces discours-là ne sont rien de moins qu'un reflet de nouvelles formes de colonisation. Colonisation des processus de résistance et de revendication par l'appropriation d'outils et de concepts politiques, la bureaucratisation de ces concepts et de ces idéaux, leur dissolution dans les structures qui sont justement la cible de ces résistances. Donc, de prendre des outils de résistance des professionnels et de quasiment les retourner contre elles, c'est insidieux, c'est pervers, mais c'est brillant. Pensons au discours de soins. Les organisations qui veulent valoriser, soutenir, soigner leur main-d'œuvre, tout en prenant des décisions qui démolissent la dite main-d'œuvre, qui détruisent sa capacité à soigner les patients et à se soigner elle-même. Tu sais, par exemple, en prenant des pauses comme une personne normale, en se donnant le droit d'aller à la chambre de bain quand on a besoin d'y aller, de partir du bureau à une heure normale, d'avoir une vie personnelle, puis une vie saine, sans recours à des somnifères, sans recours à des anxiolytiques ou des antidépresseurs, ou pire encore. Cette pensée critique-là doit donc être constante. Elle doit nous amener à toujours être vigilants. Et j'ajouterais que cette réflexion critique, il faut aussi être capable de la retourner contre soi-même. Être capable de se demander, si on s'engage dans tel processus, si on accepte telle offre, est-ce qu'on se place en position de redevabilité? Est-ce qu'on se retrouve avec une dette? Est-ce qu'on va devoir quelque chose à l'autre partie? Puis si oui, est-ce que ça va compromettre notre capacité à dire ce qu'on a à dire, à faire notre travail critique, à exprimer des points de vue divergents, à revendiquer quelque chose quand le besoin s'en fait sentir? Est-ce que ça va créer de nouvelles associations qui peuvent porter atteinte aux solidarités en place? Si la réponse est oui, alors le coût de ce processus ou de cette offre est vraiment élevé. Il est trop élevé. Si le résultat, c'est le musellement de ceux qui sont censés parler, alors on a un problème. Le processus politique ne devrait jamais devenir confortable. Si on atteint un certain niveau de confort, c'est peut-être parce qu'on a fait des concessions qu'on n'aurait pas dû. Développer une identité politique n'est pas facile, mais c'est nécessaire. J'entends encore des collègues de différentes professions dire « Moi, je ne suis pas ici pour faire de la politique. » Ou encore « Moi, je ne fais pas de politique. Regarde, moi, je suis ici pour soigner des patients, pas de la politique. » Puis encore une fois, je vais être honnête, j'ai déjà dit ça, moi. Comme si les soins qu'on donne n'étaient pas politiques. Alors qu'ils sont politiques avant d'être toute autre chose. Ils sont politiques avant d'être cliniques. Ils sont politiques avant d'être thérapeutiques. Alors, à ces personnes qui ne font pas de politique, j'aimerais offrir une réflexion. Vous n'êtes peut-être pas intéressé à la politique, mais la politique, elle, s'intéresse à vous. La politique a des plans pour vous, et ce n'est probablement pas des plans que vous allez aimer. Parce qu'il faut comprendre ceci. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le domaine de la santé, ce n'est pas un système chancelant à la dérive, brisé, qui doit être réparé. Le système actuel n'est pas une erreur de calcul, ce n'est pas une erreur de parcours. Il est exactement ce que les décideurs ont voulu qu'il soit. Un système hyper régularisé, réglé au quart de tour, qui écrase ses travailleuses, qui les violente sans même cligner des yeux. Alors oui, les professionnels sont à bout, elles sont épuisées, elles portent le système à bout de bras, elles sont de plus en plus nombreuses à tomber en maladie, en burn-out, en dépression, ou plus grave encore, puisqu'il y en a qui vont jusqu'à développer des idées suicidaires. Elles sont de plus en plus nombreuses à subir de la violence au travail, à se faire menacer, cracher dessus, se faire mordre, manger des coups. Pour des décideurs, ça doit être des dommages collatéraux, ça.
Les solutions, on les connaît. Tous ici, dans la salle, on sait c'est quoi les solutions. Ça fait des années qu'on les connaît. Et pourtant, ces problèmes-là, ça fait des années aussi que ça perdure. Donc, si les solutions ne sont pas mises en œuvre, c'est parce qu'il y a des décisions qui sont sciemment prises de ne pas les mettre en œuvre. Des fois, on s'insurge. Le système ou les décideurs manquent à leurs obligations envers les professionnels. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que le système ne peut pas manquer à ses obligations envers celles et ceux qu'il n'a jamais eu l'intention de protéger. Alors, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que la politique a des plans pour nous. Alors, assumer une posture critique et politique, il y en a qui appelleront ça du leadership ou du professionnalisme. Moi, j'appelle ça de la désobéissance. Puis encore une fois, désobéissance selon la définition positive qu'a proposée Erich Fromm. La critique, c'est un engagement de tous les instants pour maintenir notre vigilance au sujet de ce qui se passe, pour éviter de s'en faire passer des petites vites, pour éviter de se faire passer de la petite musique d'ascenseur. Si on peut être créatif dans notre façon d'être politique et d'encourager les autres à se politiser, alors on a le droit et le devoir de le faire. Je le dis d'emblée, j'ai une position qui est extrêmement privilégiée, qui me donne un paquet d'opportunités. Hier, Mme Taubira soulignait que quand on a de la liberté, on a une responsabilité de s'en servir pour aider les autres. J'ai une liberté de parole que pratiquement personne au monde va avoir la chance d'avoir. Ça me permet notamment d'enseigner des concepts très politiques dans mes cours, d'être très vocale dans des réunions. Je supervise des étudiants de maîtrise et de doctorat qui incorporent tous des analyses politiques dans leurs travaux. S'ils ne veulent pas faire quelque chose de politique, ce n'est pas avec moi qu'ils vont travailler. Une collègue et moi venons de fonder un observatoire infirmier qui va nous permettre de mener de manière indépendante des analyses politiques sur divers phénomènes qui affectent le personnel infirmier au Canada. Le premier observatoire du genre dans le monde. On va voir où ça nous mène. Un autre collègue de l'Université Laval et moi avons monté une formation accréditée sur l'action politique qu'on va commencer à donner à partir de janvier, parce qu'on pense que ça va soutenir la politisation des professionnels puis les outiller dans leur travail. Il n'y a pas une seule façon de se politiser, il n'y a pas un parcours unique, mais il y a un point de départ commun. Développer une posture critique tout en restant attentif au processus de séduction idéologique et de cooptation dont j'ai parlé il y a un instant. Désobéir, par exemple, en cessant de soigner les organisations pour recentrer nos soins sur les patients et sur nous-mêmes aussi. Parce qu'on a non seulement le droit, mais on a le devoir aussi de prendre soin de nous-mêmes. Si on n'est pas capable de s'occuper de nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut s'occuper des autres? Puis comme on a pu le constater depuis les derniers 20 ans, si on ne le fait pas nous-mêmes, ce n'est pas les organisations qui vont le faire pour nous. Parce que les organisations, elles ont des plans pour nous. Puis si on n'est pas vigilant, ce n'est probablement pas des plans qu'on va aimer. Merci.